n'y a qu'une sagesse. Elle porte des noms différents, des techniques différentes, mais il n'y a qu'une sagesse. Comment me présenter comme quelqu'un qui, au fond, est en quête depuis l'âge de 6 ans. J'ai eu cette chance de naître malade et d'être sérieusement malade de 0 à 6 ans. Naturellement, il n'y avait pas de mentalisation de ce que je vivais, mais j'ai l'impression que j'étais dans une expérience tout à fait curieuse d'être en relation tout à la fois avec ce qu'on appelle la vie et la mort. Parce que plusieurs fois, le médecin traitant, que je voyais quasiment plus souvent que mon papa, disait: «Oh là là, cette fois-ci, c'est grave, il va faire une poliomyélite ou il va faire une tuberculose». Ou il y avait une fièvre terrible et il disait: «Bon, si la fièvre baisse, ça ira, mais si elle continue à monter, je crains que ce soit la fin». J'ai entendu tout ça sans rien comprendre, mais je pourrais dire que le corps vivant le comprend. Et à partir de 6 ans, j'étais jamais content de ce que j'apprenais à l'école ou de ce que je lisais ou de ce que je faisais en me disant: «Mais ça ne donne pas sens à mon existence». Et un jour, j'entre dans une librairie et je vois un livre dont le titre est Ara. Et ce livre aussi, je l'ai copié, recopié, en espérant que j'allais découvrir ce qu'est le Hara en apprenant ça par cœur. Un peu plus tard, je deviens kiné et une de mes patientes, je lui demande, la dernière séance du vendredi: «Qu'est-ce que vous faites ce week-end?» «Ah, écoutez», dit-elle, «je vais faire quelque chose d'intéressant, c'est participer à un colloque organisé par la société Théâtre de Chardin». Ah, je dis: «Et le thème? L'essentiel dans le quotidien». Et puis, elle ajoute: «Les participants à ce colloque sont vraiment très intéressants. Il y a Marie-Madeleine Davy, spécialiste du Moyen Âge, de la mystique du Moyen Âge, et un Allemand, Carl Friedrich Graf Durkheim». Je dis: «Durkheim qui a écrit le livre Ara?» Elle dit: «Oui, oui, c'est ça». Elle dit: «Ça semble vous intéresser, mais venez au colloque». C'était passionnant. Tous parlaient avec science du sujet qui était proposé, mais lui me paraissait différent. Et au fond, j'ai trouvé cette phrase, au fond, lui, il est ce qu'il dit. Les autres parlent de confiance, de sérénité, mais j'ai devant moi un homme serein. Et c'est ça qui m'a bouleversé. Et je suis devenu disciple de Durkheim, qui m'a invité à passer à un autre stade, être disciple de la voix. Et un jour, il m'a demandé si j'étais d'accord de donner son nom au centre que j'animais. Et il est venu l'inaugurer en juillet 1981. Et me voilà responsable du centre Durkheim depuis une quarantaine d'années. Je l'avais rencontré à Bruxelles en 1967. Et en 1968, je suis retourné en Forêt-Noire chaque fois que c'était possible, à toutes les vacances, jusqu'au jour où je prends le téléphone, je téléphone à Ruth. C'est Graf Durkheim qui répond, alors que d'habitude c'est sa secrétaire, ici Graf Durkheim. Et je m'entends lui dire: «Je voudrais tout abandonner à Bruxelles pour devenir votre élève et m'installer à Ruth». Silence. «Je vous attends quand vous voulez».
J'ai raccroché, j'ai pris ma tête entre mes mains et je me suis dit, qu'est-ce que tu as dit? Et je ne savais pas si j'y resterais toute ma vie ou 6 mois. Et j'y suis en réalité resté 5 ans. 5 années de pratique du zazen chaque matin, sauf le dimanche, de 6h30 à 8h. Avec une anecdote, j'en avais ras-le-bol de cet exercice qui m'obligeait à me lever si tôt, surtout en hiver. Et après quelques jours, je crois Graf Durkheim et me dit je crois que vous avez changé de place au dojo parce que je ne vous ai plus vu. C'était discret. Et puis il ajoute écoutez, si vous ne venez plus à la séance de zazen, je comprends bien, je ne vous demanderai même pas pourquoi. Mais alors vous devez savoir que vous prenez la place de quelqu'un qui aimerait travailler sérieusement sur lui-même. Dans ce cas-là, ce n'est pas utile de rester à Ruth. Ça, c'était la fermeté du maître. C'est sans doute l'homme le plus bon que j'ai rencontré, et en même temps, c'est un des plus sévères. Et je lui en suis reconnaissant. Son grand-père était chambellan du roi de Bavière. Donc il a eu une éducation d'aristocrate, après quoi il a fait des études de philosophie. Et ces études de philosophie les a entamées après avoir participé à la guerre 14-18. En tant qu'aristocrate, il était nommé officier à l'âge de 19 ans. Et c'est là qu'il a vécu des expériences de confrontation avec la mort, dont il parle d'ailleurs dans la plupart des livres qu'il a pu écrire, la rencontre avec l'inacceptable, la mort, avec l'absurde, et aussi avec l'isolement. Voilà les 3 grandes détresses de l'être humain. Et étonnamment, il a vécu des expériences qui l'ont libéré de cette angoisse. Et ça l'a marqué définitivement. Il a enseigné la philosophie dans le domaine de la phénoménologie en Allemagne. Et puis il a été appelé par l'administration nazie pour faire un travail de diplomate en Angleterre. Parce que sa grand-mère était une Rothschild. Donc il avait des contacts avec l'Angleterre au niveau familial. Il a passé 1 an en Angleterre, il a rencontré le roi, il a rencontré Churchill. Au fond, on lui demandait s'il y avait une possibilité d'entente entre l'Allemagne et l'Angleterre, politiquement. Et il est revenu en disant, n'espérez pas une chose pareille. Et von Ribbentrop lui a dit, vous avez manqué à votre mission, il faut quitter l'Allemagne. Mais il a pu choisir où aller et il a décidé d'aller au Japon. Parce que dans ses cours à l'université, il parlait, et c'était un des premiers, des enseignements du Bouddha. Donc il avait un intérêt pour les pratiques orientales. Et une fois arrivé au Japon, accueilli à l'ambassade d'Allemagne, l'ambassadeur, qui était un ami de la famille, lui a dit « Soyez prudent, en réalité, on veut vous éliminer physiquement ». Et heureusement, il est resté en vie. Et en Allemagne, il s'est tout de suite intéressé à la dimension du zen. Et il a rencontré ce sage, ce savant du zen qui est Daisetsu Teitaro Suzuki, qui lui a dit, écoutez, vous faites une approche du zen en vous appuyant sur votre entendement de philosophe. Vous ne saurez jamais ce qu'est le zen. Pour savoir ce qu'est le zen, et il semble que ça vous intéresse, vous devez entrer dans une pratique, un exercice. Quel exercice? Celui que vous choisirez. Mais mon secrétaire pratique le tir à l'arc, adressez-vous à lui, il va sûrement vous trouver une solution. Et comme ça, il a pratiqué le tir à l'arc pendant son séjour d'une dizaine d'années au Japon et le zazen. Il a vécu des expériences qui l'ont bouleversé. Et de retour en Allemagne, sur le bateau, il a pris la décision de proposer à l'homme occidental, qui était dans le marasme de l'après-guerre, la voie qu'il avait suivie au Japon, c'est-à-dire, et ça il insiste,
le zen dans ce que cette tradition recèle et révèle d'universellement humain. Et il a écrit un premier livre, La culture du silence. Le Japon et la culture du silence. Et en 1947. Et curieusement, ce livre a eu un grand succès, malgré son titre bizarre, à cette époque-là en tout cas. Et il a commencé à recevoir quelques personnes et à les initier à la pratique du zazen. Et petit à petit, j'ai rencontré là des gens qui venaient des États-Unis pour le voir, de l'Inde. Il était vraiment une notoriété sur le plan de la quête spirituelle. J'ai commencé par l'appeler Monsieur le Professeur, comme la plupart d'ailleurs. Puis c'est devenu Bonjour Graf Durkheim, c'était l'expression allemande. Et un jour, j'avais envie d'appeler Durkheim maître. Mais en même temps, je ne savais pas si ça pouvait se faire. Donc, je lui ai posé une question. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'en Orient, en Extrême-Orient, on appelle la relation entre le maître et le disciple, la différence entre le maître et le disciple? Il a souri et il m'a dit, la différence entre le maître et le disciple, il n'y en a pas. Les deux sont sur le même chemin. J'étais rassuré. J'avais l'impression que ce n'était plus une relation sadomasochiste. Et puis il a ajouté quelque chose d'intéressant. Les deux sont sur le même chemin, mais vous savez, chez celui qu'on appelle le maître, cela se voit déjà un petit peu plus. Et puis la relation, dès le départ, avait pour point d'appui ma pratique de l'aïkido, qu'il ne connaissait pas, et sa pratique du tir à l'arc. En me donnant des anecdotes dans le tir à l'arc pour m'expliquer ce que je vivais dans l'aïkido, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où je me suis dit, il est docteur en psychologie, je vais pouvoir lui parler de la relation à ma mère. J'ai toujours l'impression qu'il y a un problème avec ma mère qui n'est pas résolu. Et je lui raconte le problème avec ma mère. Et il dit, ah oui, c'est très intéressant. Et vous êtes toujours en relation avec votre mère? Je dis non, elle est décédée quand j'avais 17 ans. Bon, séance suivante, je reviens, ma mère me dit, vous m'en avez déjà parlé presque 3/4 d'heure, il y a quelques jours. Vous n'avez pas d'autre raison de venir me voir? Et là, il me dit, d'ailleurs, avez-vous déjà mangé de la tarte de la forêt noire? Ça, c'est incroyable, quoi. Vous parlez des problèmes avec votre mère et il vous demande si vous avez déjà mangé de la tarte de la forêt noire, Schwarzwaldtorte. Je dis non, je ne crois pas. Alors venez. Il se lève. Je le suis, prends la voiture, 3 kilomètres, on arrive dans la petite ville de Totmos, la pâtisserie qu'il a l'air de bien connaître, et il me présente à la tenancière en disant, vous savez, monsieur Casterman est belge, et il n'a jamais mangé de la tarte de la forêt noire. Cette femme s'esclave, Arceau, Graf Durkheim, je niks pas, c'est pas possible. Je ne savais plus où j'étais là. Et puis voilà le morceau de tarte sur mon assiette, avec un chocolat chaud, et je mange, et tout à coup, il s'arrête, il me dit, et le problème avec votre mère, où est-il maintenant? Incroyable. Ça vaut une psychanalyse. Et le problème avec votre mère, il est où maintenant? Et cette rencontre avec lui est pleine de ce genre d'anecdotes. Lui parlant de ma difficulté à vraiment comprendre ce qu'il souligne comme étant vraiment important, c'est que lorsqu'on est en chemin, il s'agit de passer de l'idée illusoire que j'ai un corps à l'expérience corps je suis. Et je lui dis là, il y a quelque chose que je ne vois pas, quand je ne comprends pas. Il me dit, écoutez, c'est très simple. Vous allez vous promener dans la forêt régulièrement. Eh bien, je vous invite à vous rouler tout nu dans les feuilles mortes.
D'ailleurs, il n'est plus nécessaire de se voir tant que vous n'aurez pas fait cette expérience. J'ai pensé, s'il avait connu mes parents, il ne me proposait pas une chose pareille, quoi. Chez nous, on reste habillé. J'ai été dans la forêt, hésitant, j'ai osé retirer mes chaussettes. Après quelques promenades, j'ai décidé d'enlever mes vêtements et d'enlever le dernier. Et me voilà tout nu, en train de rouler dans les feuilles mortes. J'ai été pris d'un éclat de rire incroyable, d'une expérience de liberté intérieure qu'on ne peut pas imaginer. Je me suis remis debout, j'ai marché une trentaine de mètres et je me rendais compte qu'il fallait que je revienne en arrière pour m'habiller. Et je l'ai revu après cette expérience et il m'a dit, voilà, maintenant vous ne me demanderez plus ce qu'est ce que j'appelle l'expérience de l'être. Wesenerfahrung, Seinserfahrung, l'expérience de ce que j'appelle notre être essentiel. Là, il n'y a plus d'ego. N'oubliez pas. Voilà le genre de parcours qu'on faisait avec Durkheim. Je lui ai demandé s'il envoyait souvent des gens se mettre nus dans les feuilles mortes. Il m'a dit non, c'est la première fois. Comme quoi, il y a une relation de maître à disciple qui est tout à fait particulière, individuelle, qui s'adapte à chaque cas. Tout faire un petit peu plus lentement. Que ce soit monter une volée d'escalier, que ce soit marcher de votre domicile à votre 2 chevaux, que ce soit faire la vaisselle, faire tout un petit peu plus lentement. Et l'autre exercice, chaque matin, vous allez vous mettre nu devant un miroir et faire face à vous-même. Et voir les pensées qui vous viennent, les réactions affectives que vous ressentez, etc. 2 exercices, je continue le premier, je ne reprends pas souvent le second. J'ai observé que, au fond, ma relation avec Graf Durkheim était vraiment spéciale. Et je l'ai comprise le jour où il m'a dit, vous savez, ce qu'on appelle le maître a beaucoup d'élèves. Et parmi ceux-là, il a 1 ou 2 disciples. C'est la chance d'une vie. C'est un cadeau empoisonné. Pourquoi empoisonné? Parce que on en devient toujours responsable et qu'en même temps on ne le mérite jamais. C'est ce que je lui ai dit quand il m'a proposé de travailler en son nom. Je lui ai dit, vous me faites un cadeau empoisonné. Il a éclaté de rire. Et il m'a dit, je vous comprends, mais dites-moi pourquoi. Ben, parce que je ne le mériterai jamais. Et en même temps, j'en serai toujours responsable. Il y a une dizaine d'années, je m'éveille, j'ouvre les volets. Et la première pensée qui me vient, après avoir ouvert les volets, merde, il pleut. Et je me dis, mais c'est pas possible. Tu pratiques Zazen depuis des années, et tout ce que tu trouves à dire, c'est ça alors, ça ne me convient pas du tout, il pleut. Ben oui, j'avais envie de faire une belle promenade, et cette pluie m'empêchait de répondre à ce désir, au fond, assez légitime. Et c'est là qu'il faut se reprendre, et j'ai regardé la pluie et je dis, mon Dieu, quelle belle pluie. Je crois que c'est fondamental sur le chemin, de toujours revenir sur nos refus. L'ego
se fabrique dans le refus, hein. L'enfant de 2 ans, jusque-là, il n'y avait pas vraiment un ego, où il y avait 90% d'essentiel et 10% d'ego, mais tout à coup, Sophie vient manger. Non. Voilà comment se forme l'ego, hein. Tu veux bien ranger tes jouets? Non. Mais ce non, c'est ce qui nous donne l'impression d'être une réalité qui compte. Et donc, le premier mot sur le chemin, c'est oui. Et c'est pas toujours facile. Parce que ça dépasse le problème de la pluie. Le jour où mon petit-fils à Bruxelles m'a annoncé la mort de son père, donc de mon fils, et de ma belle-fille dans un accident de voiture, il faut du temps pour dire oui. Mais finalement, il n'y a rien d'autre à faire, puisque c'est comme ça, oui. Ça m'a touché, ça, ce jour où j'ai dit oui. En me disant, au fond, si tu disais non, c'est parce qu'au fond, tu n'acceptes pas ta propre mort. C'est ça qui se fait dire non. Ah non, pas ça. Ah non, c'est pas vrai. Et j'ai beaucoup travaillé cette approche du réel, inéluctable. Mais on ne peut pas commencer avec un oui dans une telle détresse. C'est bien de commencer avec la pluie, ou avec la neige, ou avec le bouchon sur l'autoroute. Ça nous prépare, c'est toujours le même oui. Ce que Durkheim propose, c'est le quotidien comme exercice, avec comme point d'orgue un exercice particulier, zazen. Mais il nous répétait toujours que l'exercice sur le chemin commence quand on sort du dojo après le zazen. Le zazen n'est pas un moment de refuge de ce que Montaigne appelait les menus mots qui troublent notre vie intérieure. C'est trois quarts d'heure, 1 heure d'exercice où vraiment il n'y a qu'une chose à faire, c'est dire oui, mais pour prolonger ça dans le quotidien. Je suis dans le métro à Paris et il y a un monde fou, debout, sur la plateforme. Un homme a des bottines militaires et il m'écrase le pied. Oui. Mais aussitôt ce oui énoncé, je lui ai dit, est-ce que vous pourriez retirer le pied que vous avez mis sur le mien? C'est pas non plus un abandon passif. Mais ce oui, on ne peut pas l'empêcher, c'est notre approche du réel, quelle que soit la réalité du moment. Mais ce oui, il importe dans ce qu'on appelle vivre dans l'espace vécu et le temps vécu. Et en réalité, on ne vit pas dans un autre espace que l'espace où on vit, et dans un autre temps que celui qui est vécu. C'est ici et maintenant. Je crois que ça, c'est la clé importante. Il y a la guerre en Ukraine, bien sûr, je peux dire oui, mais ce n'est pas le même oui, ce n'est pas la même chose. C'est ça ce que je vis en ce moment. Certains disent, oui, mais alors c'est de l'égocentrisme ce travail. Non. C'est une reconnaissance de l'ego pour lâcher prise de ce sac de réactions mentales, de réactions affectives et de réactions physiques qu'on appelle l'ego. C'est la réponse qu'avait donnée le maître Yuo Seki. Sa photo est dans la pièce à côté. Il a un sourire jusqu'aux oreilles, ce qui montre que le zen, c'est pas triste. Et je lui avais demandé, mais est-ce que vous avez au Japon une définition de l'ego? Il m'a dit, au Japon, je ne sais pas, mais moi j'ai une définition. C'est un sac de réactions mentales, de réactions affectives et de réactions physiques.
Et vivre sans être soumis à ses réactions, c'est quand même une autre manière de vivre qui change la relation à l'autre aussi, aux autres. C'est pas égocentrique, c'est un cadeau pour l'autre avec lequel on vit, avec lequel on travaille, qu'on rencontre. Il faut distinguer une souffrance qui est la réponse juste à une réalité objective, on ne peut pas la nier, mais à laquelle s'ajoute souvent une souffrance qui est propre à l'être humain et qui semble que l'animal ne connaisse pas. C'est une souffrance à notre propre manière d'envisager la vie et la mort. C'est ça qui est la grande différence, me semble-t-il. Je prendrai l'exemple de cette fameuse déesse Kannon dans le bouddhisme au Japon, qui en réalité en Chine était un dieu. Donc elle a changé de genre en arrivant au Japon. C'est la déesse de la compassion. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une religieuse. Son maître lui avait demandé d'écouter pendant sa pratique méditative tous les sons qui lui parvenaient, tous les sons. Et voilà qu'un jour, les sons qu'elle entend sont ceux de la tristesse, de la souffrance de l'être humain, des êtres humains. Et là, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose pour accompagner ces gens, les aider, les sortir de la souffrance. Elle n'a pas écrit un bouquin qui indique comment on sort d'une souffrance, mais on la représente comme une femme qui est dans la droiture, ouverte, souriante, la déesse de la compassion. Qu'est-ce qu'elle dit aux gens qui souffrent? Regardez-moi. Il y a une manière d'être tout à fait en ordre, même lorsqu'on passe par la souffrance. Ça m'a touché. Il y a déjà des moments de libération de la souffrance. Mon épouse, qui est décédée en 2003 et que Arnaud Desjardins a bien connue, c'est une souffrance énorme. Et curieusement, après 8 jours, j'allais au cinéma pour sortir de ça, pour changer les idées, j'ai beaucoup travaillé ce deuil avec Arnaud. En lui disant un jour, c'est quand même terrible, la relation avec Christina est vraiment magnifique. Il me dit, Jacques, tu es en chemin, tu ne peux pas dire ça. Ma relation avec Christina était magnifique. Tu ne peux pas faire d'un passé un présent, ce qui ne t'empêche pas de te souvenir. Mais si tu restes dans cette idée, ton deuil va se prolonger encore pendant 10 ans. C'est de l'attachement à ce qui n'est plus. Tout ça est très rude pour l'ego. On n'est pas habitué à ce genre de remarques ou de regards sur la réalité. Et il avait raison. Et puis maintenant, et déjà à cette époque-là, je regardais des photos, plein de reconnaissance de l'avoir connu, mais sans tomber dans une souffrance qui, au fond, est légitime, mais pas pour tout ce qui reste à vivre. Dans ce bureau, je reçois une dame pour la première fois. Elle ne dit rien. Je lui dis, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas pour vous. Il y a là une souffrance dont vous témoignez. Elle dit, ah, ça se voit. Je dis, mais oui, il n'y a que ça qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma fille. Je dis, oui, votre fille, qu'est-ce qui se passe avec votre fille? Elle est décédée. Quand? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans.
là, quelque chose qui n'est plus juste. Je me suis permis de lui dire, mais écoutez, pourquoi vous ne vivez pas ce que votre fille aurait aimé vivre, plein de reconnaissance de l'avoir eue comme fille, plutôt que d'attendre une réparation que vous ne connaîtrez jamais. C'est vraiment un problème très difficile. Il n'y a pas de réponse collective, c'est une réponse individuelle. Ça dépend du degré de maturation de la personne aussi, du niveau de maturité. Là, je n'ai pas de truc. En ce qui concerne la relation maître-disciple, de nombreux instructeurs ou maîtres, même si leur propre maître est décédé, voire plusieurs années auparavant, témoignent d'une relation très vivante avec leur propre maître et leur propre lignée. Quelle est votre expérience à ce sujet, Jacques? Mais qu'il est plus présent que quand il était là. J'allais le voir chaque mois. Après les 5 années, j'avais fait le vœu, sans même lui en parler, d'aller le revoir chaque mois. Donc le trajet de Mirmande à Ruth, tous les mois. 800 km. Aller, 800 km retour. Pour le voir 1 heure, pour rester 2 jours. Mais maintenant, il est là tout le temps. Je n'ai même plus 1 kilomètre à faire. C'est une sorte de présence indéfinissable, indicible. C'est pas de l'imagination non plus, au fond, c'est une relation à ce moment-là d'être à être, plus de vivant à vivant, puisqu'il est décédé, mais d'être à être, c'est-à-dire du fond de l'être de chacun. De même qu'il n'y a qu'un océan, il y a l'être. Alors on le nomme Atlantique ou Pacifique en fonction des régions, mais c'est toujours l'océan, être. Et puis il y a 8 milliards de vagues qu'on voit à la surface de l'océan et qui s'éteignent quand elles approchent d'une plage en Californie ou à Knokke-le-Zout en Belgique. Mais il reste l'océan qui relie toutes les vagues, aussi différentes soient-elles. Qu'elles soient bouddhistes, shintoïstes, la vague vit de l'océan. Qu'elle soit de gauche ou de droite sur le plan politique, vit de l'océan, de l'être. Donc cette présence du maître, ne serait-ce pas la présence de ce qu'il appelait lui-même le maître intérieur? Une relation au maître extérieur dans un seul but, de s'éveiller à son propre maître intérieur. Ce que les maîtres zen appellent la vraie nature de l'être humain. Ce que Durkheim appellera notre être essentiel. Mais c'est toujours à travers une figure particulière, personnifiée. Pour Arnaud Desjardins, c'était Swami Prajnapath, si je ne me trompe pas. Pour moi, c'est plutôt Durkheim, pour un autre, c'est un zen. Il n'y a plus aucune tristesse pour moi de la disparition de Durkheim, seulement une grande reconnaissance. Et il est la preuve que ce qu'on appelle la vie est impermanente. On ne peut plus échapper maintenant à l'impermanence. Nous avons une difficulté, c'est qu'on entend la conscience de la manière qui est proposée par les philosophes,
c'est la conscience de. Je suis conscient de quelque chose. Je respire, oui, je suis conscient de quelque chose. Je respire, de la respiration. Et Durkheim parle de la conscience sans de, qui précède toujours la conscience de. Je regarde ça, si un chien, un ours est ici, il voit exactement ce que je vois. Mais il ne va pas dire le Bouddha. Aussitôt que je suis en contact intime, unifié à cet objet, c'est la conscience sans deux, tout de suite je dis « Ah oui, c'est le Bouddha ». Et c'est ce qui met en place la dualité sujet-objet. Moi, sujet, et un objet dont je suis conscient, la respiration. Et ce faisant, nous perdons ce qu'on appelle une approche unitaire du réel. L'esprit occidental pense le réel comme un ensemble d'objets. L'esprit oriental voit le réel comme un ensemble d'événements, de processus. Et c'est une autre approche du réel, une autre approche de soi-même, une autre approche de l'autre, une autre approche du monde, que de voir. Swami Prajnanpad, le maître d'Arnaud Desjardins, insistait beaucoup sur cette différence entre penser et voir. C'est ça. Mais vous voyez, il n'y a qu'une sagesse. Elle porte des noms différents, des techniques différentes, mais il n'y a qu'une sagesse. Là, de nouveau, nous vivons en appui sur le principe de la dualité, moi numéro 1 et le corps numéro 2. Et on ne vit plus dans cette globalité de l'être, cette unité de l'être. Et ça nous fait opposer le corps à autre chose l'esprit, et l'esprit à autre chose le corps. Je crois que c'est passer d'une manière d'être au monde à laquelle on a été conditionné à une manière d'être au monde non conditionnée. Ce qui change absolument tout. C'est passer de l'agitation à la tranquillité, de la méfiance à la confiance. On retrouve, j'ai envie de dire, notre état de santé fondamental. Et les racines, le domaine de cet état de santé fondamental, c'est le corps vivant. Ça vient peut-être aussi de ma maladie au départ de ma vie. J'en sais rien, mais je ne pensais pas tout ça. On ne pense pas quand on a 2 ans ou 3 ans. Et le mental est le domaine de l'agitation, de l'inquiétude, de la peur souterraine, de ce curieux désir, obsession de tout faire vite, vite, aller vite, vite se lever, vite préparer le petit déjeuner, vite conduire les enfants à l'école, vite aller au bureau, vite passer d'un bureau à l'autre, pour aller vite au cimetière. C'est quand même trop bête. Mais personne ne nous apprend ça. D'où Durkheim, désormais, vous allez tout faire un petit peu plus lentement. C'est pas passer des 50 km/h autorisés sur la Nationale 7 à 25 km/h. Hein. C'est passer de 50 km/h à 48. Parce qu'il ne faut pas déranger les autres, et la société, et la vie du monde. C'est pas rouler à 100 à l'heure au lieu de 130 sur l'autoroute, c'est dangereux. C'est rouler à 129. Mais ça nécessite une attention, l'exercice. Pas une ascèse mortifiante, hein, une ascèse vivifiante, l'exercice. Pratique pas zazen pour avoir mal aux jambes. Hein.
Non, la voix est joyeuse. Sinon, c'est pas la voix. Un maître zen qui n'aurait pas d'humour, c'est pas un maître zen. Bonjour Joël, merci de nous accueillir au cœur même de cette retraite que vous co-animez avec Jacques Casterman au centre d'Urkheim à Mirmande. Vous êtes guide de haute montagne. Quel parallèle vous faites entre cette pratique et celle du chemin spirituel? Ça, c'est un domaine très très vaste. Et je crois que j'ai pas encore tout vu, tout exploré. Quel parallèle? La montagne, c'est un milieu naturel fort qui demande un ego stable et fort. Et donc il y a cet ego stable et fort, et en même temps on est en relation avec plus fort que nous en montagne. Donc il y a aussi cette notion de soumission à l'ordre naturel des choses. Voilà, je dirais que ces deux points sont importants. Et sur un chemin, Arnaud Desjardins parlait d'un ego stable et structuré pour pouvoir passer à cet état de non-ego. Donc voilà, j'ai l'impression que la montagne m'a bien structuré et m'a aussi appris à m'incliner devant les éléments. Bon, j'ai pu me cogner la tête contre les éléments rudes, le roc, la glace, là, une météo difficile. Et ben voilà, si on résiste trop, on se fait mal, quoi. On risque sa peau. Donc il y a un moment donné où, ok, d'accord, je m'incline et je me retire, je rentre à la maison, je n'insiste pas. Donc ces deux dimensions sont là. Et pour un parallèle peut-être aussi avec ce chemin que j'ai découvert auprès de Jacques, le mot naturel me parle beaucoup. Retrouver cette vitalité naturelle, cet élan naturel, cette relation à la nature, voilà, ça j'ai l'impression vraiment de le porter, de l'incarner. Ce côté assez simple aussi. Voilà, donc des choses que je retrouve beaucoup dans cet enseignement. En fait, pour moi, la montagne, donc la montagne passion, être passionné, c'est très bien, mais ça a pu être aussi une prison. C'est-à-dire que je n'étais bien qu'en montagne. Voilà, donc avec une certaine difficulté à vivre le quotidien, les aléas du quotidien, les enfants, la famille, le ménage à la maison, enfin, voilà, des choses normales. Et ben voilà, il faut savoir redescendre, quoi. Redescendre les pieds sur terre. Et la montagne, c'est aussi c'est s'élever. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec la montagne dans le terme de s'élever, de s'élever spirituellement, de s'élever vers les cieux. Mais dans ce chemin-là qu'est le zen, eh ben, il faut redescendre, il faut redescendre dans ses tripes, il faut redescendre dans ses pieds. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là aussi qui sont toujours présents et voilà, ne pas se faire avoir par l'élévation, quoi. Être bien ancré, là aussi c'est un parallèle très fort, quoi. Et donc jusqu'en 2006 ou 2007, voilà, j'ai suivi l'enseignement d'Arnaud Desjardins à Hauteville. J'ai rencontré Daniel, qui aussi avait ce côté très naturel, voilà, simple et naturel, ça m'a beaucoup parlé.
Et en 2000, alors je ne sais plus si c'est 2006 ou 2007, je vais à un séjour Jacques Casterman organisé, donc à Hauteville. Et là, Jacques était là avec Christina, donc ils se partageaient les exercices. Et puis là, ça a été, je sais pas, une révélation. Mais bon sang, la spiritualité, c'est du concret. C'est là que ça se passe, c'est maintenant. Ouais, pour vous dire, en fait, le yoga de la connaissance, quand on parlait de ça à Hauteville, moi je pensais que c'était dans les livres que ça se trouvait. C'était ça, j'étais à l'époque, je me rappelle, hein, les premières années, yoga de la connaissance. Donc je lisais, je me dis, je vais trouver la connaissance dans les livres. Pour moi, c'était ça. Il fallait ce savoir-là. Et donc avec les exercices avec Jacques, je sais pas, j'ai été pris à un moment donné d'un vertige et puis voilà, d'un coup je me suis dit, mais c'est là, c'est moi que ça concerne, c'est maintenant. Et je me rappellerai toujours, on était dans la grande salle, donc on faisait un exercice et puis je devais être perdu dans mes pensées, je regardais la photo de Mahananda Mahi et Jacques passe, hein, me bouscule comme ça, et il me dit, mais pas Mahananda Mahi, là-bas, Mahananda Mahi, là. Et là, voilà, je me suis senti ancré, présent comme jamais. Alors mon référent à Hauteville, c'était Daniel Morin, et je me rappelle lui avoir écrit une lettre en lui demandant, voilà, j'ai été très touché par le travail de Jacques, est-ce que le fait d'aller à Mirmande, c'est une dispersion? Voilà, je voulais pas faire n'importe quoi. Et puis, alors j'ai plus ses propos exacts, hein, mais il m'a dit non, c'est pas une dispersion, voilà, c'est un recentrage, etc. Et puis bon, ça a validé ma venue ici, et puis voilà, puis j'ai décidé de venir là. Voilà, donc je continue à recevoir les lettres d'Hauteville et être en lien avec cet enseignement. Hein, d'autant plus qu'avec Jacques, on est amené aussi à co-animer deux fois par an à Hauteville. Voilà. Il y a un an, donc il y a à peine un an, hein, c'était en décembre 2021. Donc je viens dans son bureau après une retraite et puis il me dit, tiens Joël, j'ai pensé à toi pour la reprise de l'enseignement ou la continuité de l'enseignement. Voilà. Donc en fait, bon là ça a été le choc. Ouais, un choc, ouais. Donc avec toutes les réactions de l'ego, hein, ne pas être à la hauteur, ne pas se sentir à la hauteur, mais qu'est-ce que je vais faire, mais comment ça va se passer, mais ça me déplace complètement, quoi. Je ne sais pas. Donc en général, quand je lui disais, mais ça me dépasse, il me disait, t'inquiète pas, moi aussi. Voilà. Et en fait, depuis ce moment-là, je n'arrête pas d'être titillé intérieurement. C'est-à-dire, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, ça souffle le chaud et le froid. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps, je me retrouve moi-même. C'est-à-dire que tout ce que je voulais pas voir, en fait, tous mes freins intérieurs me sont apparus comme ça, me sont sautés aux yeux. Voilà, donc en gros, ça faisait 28 ans que j'étais dans les enseignements. Donc 28 ans, ben voilà, j'étais impliqué quand même. Et puis à partir du moment où on me dit, ben voilà, bah, t'es vraiment impliqué. Ah non, voilà, c'est pas possible, quoi, c'est non. Je suis pas à la hauteur. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Donc oui, voilà, ça m'a mis vraiment devant ce mur émotionnel intérieur, en me disant, mais c'est pas possible. Et plus plus je vis consciemment ces états intérieurs que je ne vivais pas avant, puisqu'avant j'allais en montagne. C'est pour ça que la montagne a aussi cet aspect
tiens, je veux pas voir là ce qui se passe, je connais la montagne, c'est une amie, voilà, échappatoire, je m'évade en montagne. Ça, voilà, pour moi, la montagne, ça a été ce moyen-là aussi d'échapper au réel. Ouais. Donc depuis que je vis ces états intérieurs, et ben, paradoxalement, je me sens plus complet, ouais, plus calme. Hmm. Ça, voilà. Donc c'est un mélange de fascination, d'interrogation, de peur. Mais qu'est-ce qui m'est demandé? Et en même temps, et là je reviens au côté naturel de l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai rien d'autre à faire que d'être moi-même, quoi. Donc bah, reste toi-même, reste naturel, et puis voilà. Et souvent j'en discute hein, donc avec mon épouse ou avec des personnes qui sont dans l'enseignement, et la première question c'est mais comment tu fais quoi, pour avoir accepté ça, pour supporter entre guillemets cette pression? Je lui dis mais rien, surtout rien. Non, non, je sais pas, voilà, je sais pas. Donc on verra. Encore, ça c'est la montagne, on verra. Chaque pas après l'autre, voilà, on verra. Qu'est-ce qui va m'être demandé? Je sais pas. Je sais pas et en même temps je fais ce que j'ai à faire. Je sais exactement ce que j'ai à faire, ouais. Mais je me projette absolument pas, hein. Donc bien faire ce que j'ai à faire, en ce moment, pour ce moment. Et la suite, je ne sais pas.